السلام عليكم يا من لا قبور لهم. السلام عليكم يا من رمت الجريمة جثثكم ضد الإنسانية وضد الإنسان. السلام عليكم يا من لا ترمى تضحياتهم إلى نهر النسيان وإن يحمل اسم نهر السين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. وها أنتم أحياء عند ربكم ترزقون وعند شعبكم وشرفاء الحرية في العالم بما في ذلك فرنسا تكرمون. إليكم التجلة وإليكم التحية يا أوسمة الشرف التي نحملها بفخر واعتزاز ووسمة عار على جبين الجريمة والإجرام والمجرمين تحت أعلام الحرية وحقوق الإنسان. وبعد أن قدمت باسمكم واجب التحية لشهدائنا، السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل والسلام على ضيوفنا الذين جلهم يتحدثون بالفرنسية، فمعذرة إذا أكملت الحصة بلغة الفرنسية التي سيفهمها حتما من لهم علاقة بهذه الأحداث الأليمة. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous spécial commémoration du 60e anniversaire des massacres du 17 octobre 61. Winston Churchill avait dit qu'en temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle devrait toujours être protégée par des mensonges. Celui érigé autour de la vérité, le rempart de mensonges érigé autour de la vérité sur le 17 octobre 61 était si solide que plus tard, 60 ans plus tard, il n'est toujours pas complètement tombé. Nous allons essayer ce soir d'apporter notre pierre à l'édifice de ce travail formidable que mènent depuis des années ceux qui se nomment les héritiers de la mémoire algérienne en France et comprendre ce qui est arrivé ce jour-là, pourquoi, comment et ses conséquences. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Ali Haroun. Bonsoir. Je n'ai absolument pas besoin de vous présenter à nos invités, à nos téléspectateurs. Oui, merci acteurs. beaucoup. Merci beaucoup. Oh, c'est trop acteurs. Les acteurs, c'était l'ensemble de l'immigration algérienne en France. La guerre d'indépendance n'était pas le fait d'un homme, mais de toute une population de 9,5 millions de musulmans à l'époque qui ont combattu pour récupérer l'indépendance qui a été violée, martyrisée, tuée par le colonialisme français. Alors, Mohamed Zeggar, bonsoir. Vous étiez vous-même, je vous prie de prendre votre micro s'il vous plaît. Vous étiez vous-même militant du FLN à l'époque. Vous avez été emprisonné. On dit de vous que vous étiez en France, de la Fédération de France. Et on dit de vous que vous étiez le plus jeune prisonnier politique, pour le coup. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire et quoi la différence en France, dans les prisons françaises. Vous avez vécu cette journée-là à travers et dans les geôles ici en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Olivier Lecourt, Grand Maison, historien spécialisé maintenant depuis des années, que vous faites un travail formidable sur la question du 17 octobre en particulier. Oui, tout à fait formidable et je le remercie parce que c'est beaucoup de courage et beaucoup de modestie. Merci Olivier, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, historien, évidemment, parce que on a été dans les qualificatifs, mais on n'a pas précisé votre fonction. Et puis, j'ai avec moi un immense plaisir de recevoir Merni Yassouni. Bonsoir, Merni Yassouni. Alors, vous êtes, on vous a vu moins fréquemment, en tout cas sur les télévisions algériennes. Et je tiens à préciser deux choses. D'abord, que vous menez un travail formidable depuis quelques années autour de cette mémoire et de sa transmission, et c'est un volet qu'on abordera lors de cette émission. Vous êtes surtout la fille d'un des militants du FLN qui a été ce jour-là tabassé, qui a été également emprisonné, et vous avez, à travers la voix de votre maman, réussi à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, et par la suite, vous avez essayé de faire transmettre par la voix des femmes cette histoire-là. D'abord, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par le début, Maître Ali Haroun. Le 17 octobre 61, oui. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que la Fédération FLN de France a fait? La Fédération de France du FLN a fait quelque chose de simple parce qu'elle était réduite à se défendre contre l'occupation. Le comité fédéral s'est réuni. Il s'est réuni à Cologne parce qu'il avait fixé sa base arrière à Cologne. Certains nous ont dit « Oh, vous vous êtes enfuis ». Comme si De Gaulle, en allant à Londres, s'était enfui et avait abandonné le combat. Donc, le comité fédéral a décidé de répondre à Papon. Papon avait dit
à partir de 17-18 heures, vous ne sortez pas. Et c'était donc un couvre-feu raciste, parce qu'il ne touchait que les Nord-Africains. Mais parmi les Nord-Africains, en réalité, ils visaient les Algériens. C'est eux qui faisaient la guerre. Je voulais savoir, alors, Olivier Lecourt-Grandmaison, cette journée, donc, comme le disait Maître Ali Haroun, il y a eu donc une instruction de la Fédération de France de FLN de braver ce couvre-feu raciste. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors tout d'abord, rappelez effectivement que c'est très important. C'est en réaction à ce couvre-feu qui est effectivement un couvre-feu raciste, puisqu'il n'était opposable qu'à ceux qu'on appelait à l'époque les Français musulmans d'Algérie. Les Français musulmans d'Algérie, les Arabes, les Indigènes, les Crouilles, les Melons, les troncs de figuier. Absolument. Sauf que Français musulmans beaucoup. d'Algérie, c'est tout à fait singulier parce que c'est une expression officielle. Alexandra, un tout petit peu, baissez un petit peu votre micro. C'est une expression officielle qui est utilisée dès la 4e République et qui en fait vise à distinguer au sein du prétendu corps national composé d'hommes et de femmes égaux, un corps particulier auquel vont être appliquées des dispositions d'exception à partir du 1er novembre 1954 et bien sûr des dispositions et des pratiques d'exception, notamment à l'occasion du mois d'octobre 1961 et plus spécifiquement lors de la manifestation et des rassemblements du 17 octobre 1961. Mais pardon, pas seulement à partir de là, ça remonte au décret Régnier, le décret Régnier, je crois, de 1936, qui interdisait aux musulmans, par exemple, de marcher avec leur âne, excusez-moi l'expression, sur le goudron. L'âne marchait sur le goudron et l'arabe, lui, marchait sur le bas-côté pierreux où il était pieds nus en plus. Alors, donc cette consigne a été suivie, largement suivie, si j'ai bien compris. Le jour J, les Algériens investissent Paris. Alors, est-ce qu'il est juste de dire manifestation ? D'abord, est-ce que le mot manifestation est juste ? Parce qu'à l'époque, les manifestations étaient interdites. Les manifestations sont interdites. Là, il s'agit effectivement de rassemblements, mais ne jouons pas sur les mots. Du point de vue de la Fédération de France de FLN, mais il faut demander à Ali Haroun, rassemblement équivaut à manifestation. Et pourquoi c'est intolérable du point de vue des autorités françaises et du gouvernement français ? Parce que il s'agit, pour celles et ceux qui se rassemblent et qui manifestent pour l'indépendance de l'Algérie, de s'affirmer à la fois individuellement et collectivement comme des sujets politiques qui demandent l'indépendance de leur pays. Et évidemment, pour les autorités politiques de l'époque, françaises j'entends, c'est absolument intolérable que de voir manifester et se rassembler dans Paris des militants qui soutiennent le combat du FLN. D'où la réaction extrêmement brutale des autorités politiques et des autorités policières. Alors, on reviendra sur les autorités politiques. Vous, en prison, vous aviez entendu parler de cette consigne ? En prison, en réalité, il faut voir cette histoire de couvre-feu, de la répression sanglante, inédite, sans précédent qui a suivi. Il faut la voir dans une démarche d'ensemble du côté du pouvoir français. Je dis bien du pouvoir français. Parce que la même période, il y a eu des répercussions en prison. Les répercussions en prison, c'était la remise en cause, votre micro, s'il vous plaît. remise en cause du régime politique que l'on a obtenu après les grèves de la faim de 1959, 12 jours et 18 jours. Il y a eu une remise en cause. Je cite juste un exemple. Moi, j'étais délégué élu par tous les détenus. Nous étions 300 à la prison centrale de Los et on sortait à la promenade avec Mohamed Kadhafi. Si vous permettez, vous parlez de 300 à la prison centrale de Los. Vous savez qu'il y avait en France, officiellement, liste établie par le FLN, 83 prisons et 5 camps d'internement. Oui. Je cite cet épisode pour dire que cette affaire de couvre-feu et à laquelle a répondu à juste titre et de manière légitime la Fédération de France pour ne pas accepter la mise à l'écart et la marginalisation des travailleurs immigrés, en prison, il y a eu une remise en cause de notre régime politique qu'on a obtenu de haute lutte. Et cette remise en cause, on sortait à la promenade, on avait le droit pour une promenade de 2 heures, le surveillant-chef avec un escadron de CRS pas loin,
à 20-30 mètres, m'appelle et me dit « Aujourd'hui, la promenade, c'est une demi-heure ». Alors, je lui dis « Pourquoi une demi-heure? C'est 2 heures d'habitude ». Et il appelle les surveillants, il lui dit « Mettez-moi ce général sous les verrous jusqu'à nouvel ordre ». Donc en fait, il y avait vous voulez dire qu'il y a une politique, entre guillemets, de restriction qui s'était mise en place depuis le mois de septembre. Et qui montait crescendo. Depuis crescendo, et c'est lié à la démission de Edmond Michelet, le ministre de la Justice. Lequel a été forcé par le courant Debré, n'est-ce pas, Olivier? Est-ce que c'est le courant Debré au niveau du gouvernement de Gaulle qui l'avait emporté en durcissant? Quel est le rapport en fait entre le changement qu'a effectué le général de Gaulle dans son équipe gouvernementale et cette espèce de montée en crescendo des restrictions? Alors qu'il y ait des divergences d'appréciation et d'orientation politique entre le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, et le général de Gaulle, assurément, relativement au 17 octobre 1961, rappelez que le général couvre les événements, comme on dit. Il aurait eu cette phrase, ou en tout cas on lui prête cette phrase regrettable mais secondaire relativement au massacre du 17 octobre 1961. Et par ailleurs, le général de Gaulle ne couvre pas seulement ce qui s'est passé, il couvre également le mensonge d'État qui a été immédiatement forgé après les massacres du 7 octobre 1961 pour évidemment d'une part minimiser le massacre et tenter d'imputer à la Fédération de France du FLN les quelques morts et les centaines de blessés. Pardon. Sharon a suivi le 17 octobre. En février. Et Sharon, ce n'est pas le FLN qui l'a ordonné. Absolument. Au contraire, des Français, il faut dire que des Français qui s'étaient engagés auprès du FLN, c'est eux qui ont payé, excusez, la note, parce qu'ils ont été écrasés au métro Serron en voulant fuir la police qui les poursuivait. Vous permettez 2 secondes parce que c'est vrai que nous sommes en train d'essayer de remettre les choses dans leur contexte. Vous avez été acteur de ces événements, vous les avez vécus dans votre chair, en tout cas pour vous deux. Olivier a travaillé sur la question. Mais ma question est pour vous, Mernia. Vous avez entendu parler comment de cet événement du 17 octobre 61, ces massacres, cette page noire de notre histoire? Comment est-ce que vous en avez eu écho la première fois? Alors moi je vais intervenir avec beaucoup d'humilité, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui est dit. En fait moi j'en ai entendu parler pour la première fois par ma mère qui était en France à l'époque, donc en 61, mon père également. Mes parents étaient au FLN et ils opéraient en Algérie depuis le début de la guerre jusqu'en 61 justement. Mon père a été emprisonné plusieurs années en Algérie et torturé, comme beaucoup d'Algériens. Et moi, j'abonde dans ce qui a été dit tout à l'heure. L'Algérie, la guerre d'Algérie, c'était pas le fait d'un homme, c'était le fait d'un peuple composé de femmes, dont on parle très peu d'ailleurs, d'hommes et même d'enfants, puisque lors de ce massacre du 17 octobre, il y avait des enfants, des femmes. Il y a eu des rôles très actifs et proactifs, puisque en effet, le FLN assez rapidement a donné un rôle important aux militantes femmes et un rôle presque égalitaire à celui des hommes. Pour ma part, en tout cas celui de ma mère, puisque mes parents font partie d'un douar qui est à la frontière algéro-marocaine, c'était des gens assez pauvres, mais ma mère, c'était pas une femme instruite dans le sens propre du terme, c'était plutôt une femme assez commune, qui parlait très peu le français ou qui comprenait quelques mots, et heureusement. Et mon père était dans ce qu'on appelle les services de Tessal en arabe. Les Tessal, oui. Les Tessal, donc liaison. Les services de liaison. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc très rapidement, à la dernière sortie de mon père de prison, en Algérie, vous voulez dire, il s'est fait exfiltrer. Il s'est fait très vite exfiltrer par le FLN parce qu'il n'en pouvait plus. Il avait subi des tortures. Il avait subi un niveau de torture qui était arrivé à il n'en pouvait plus. À son paroxysme, oui, j'imagine. Il l'a dit à sa sortie, et donc il a été d'abord lui exfiltré en France. Et ma mère a été exfiltrée après de lourdes péripéties, puisqu'elle a été
entendue par l'armée française, qui l'a aussi torturée en France. Et elle a eu la chance d'être sortie du bureau d'Oran, qu'on appelait des bureaux de torture, par quelqu'un de sa famille qui était assez connu dans le coin. Et du coup, arrivée en France... Pardon, vous parlez de femmes torturées en France. Eh Non, bien, c'était en Algérie. En Algérie, je peux vous dire qu'en France, même s'il n'y avait pas une organisation séparée, eh bien, les femmes ont été torturées, mais sans aucune considération ni respect pour leur sexe. Ça, nous l'avons dans nos rapports que nous faisions tous les mois au comité fédéral. Eh bien, tout ça, vous l'avez. On reviendra justement sur les rapports que le FLN, parce que ça, pour les historiens en tout cas, il paraît que les rapports du FLN étaient un trésor en termes d'information, parce qu'il y avait des rapports écrits. Trésor. C'est plus qu'un trésor. Il y a des valises et des valises et des valises qui se trouvent encore dans certaines caves, et beaucoup ont été remises aux archives nationales. Et donc, rebondir sur ce qui a été dit et la transmission des mères, comment vous en avez entendu parler? Par ma mère, qui parlait avec d'autres femmes du Douar, qui expliquaient ce qu'elles ont vécu. Et j'ai compris très tôt, autour de 18 ans, que la guerre, elle s'est menée aussi par l'intermédiaire des femmes, notamment en les humiliant, en les violant, devant quelquefois leur mari, leur frère, leur père. Et elle s'est jouée psychologiquement, et elle s'est jouée notamment par les séances de dévoilement. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Alors, juste pour rester encore dans le contexte du 17 octobre, le FLN de France avait donné cette instruction verbale qu'il fallait donc se présenter, investir les rues de Paris, quitter ces bidonvilles afin de devenir visible, particulièrement pour la presse internationale, puisqu'on était à quelques mois des négociations, de l'Assemblée générale de l'ONU. Qu'est-ce que ça a impliqué pour le gouvernement français, Olivier Lecourt-Grandmaison ? C'est sans doute aujourd'hui en partie contre-intuitif, mais c'est justement l'approche de cette Assemblée générale et l'approche des négociations en vue de la conclusion des accords d'Évian qui a en partie, à mon avis, contribué à la violence de la réaction de l'État français. Parce que comme chacun sait en ce genre de circonstances, les partis au conflit cherchent à arriver à la table des négociations avec un rapport de force qui leur soit le plus favorable. Et encore une fois, il s'agissait... Et là, les choses sont très claires. Il y a un entretien donné par Roger Frey, ministre de l'Intérieur, quelques semaines avant le 17 octobre 1961, où, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, on y reviendra sans doute, qui fixe comme objectif à Maurice Papon de contribuer à mener à Paris une guerre contre la Fédération de France, et l'objectif étant effectivement de porter des coups militaires, financiers et organisationnels extrêmement importants à la Fédération de France. Donc en fait, l'orientation politique qui est donnée au gouvernement et les instructions orales ou écrites qui sont celles données à Maurice Papon ne visent pas seulement à la répression et au massacre en fait du 17 octobre 1961, mais vise un objectif stratégique beaucoup plus important, c'est infliger à la Fédération de France et à ses militants des coups extrêmement significatif pour affaiblir autant qu'il est possible la dite fédération. Alors, il y a les coûts, comme vous venez de le dire, administratifs, et particulièrement, il fallait aussi toucher au porte-monnaie, puisque l'émigration algérienne a financé largement la guerre de libération nationale grâce, grâce entre guillemets, à ce prélèvement participatif. Un prélèvement, Soustelle dit, vous rackettez les Algériens. Et justement, l'une des choses qu'on entend très souvent en France, c'est de toutes les façons, le FLN a racketté les Algériens, il les a forcés à contribuer. Soustelle nous a dit, vous êtes des racketteurs. Alors on lui dit, mais monsieur, lorsque votre percepteur des impôts va réclamer les impôts au peuple, est-ce qu'il y va avec des gants blancs? On leur dit, s'il vous plaît, voudriez-vous vous acquitter de vos obligations fiscales? Voilà, on a répondu ça. Quand le colonel est stupide, il faut lui répondre par le ridicule, voyons. Mais, puisqu'on est en train de parler justement de vérité, Maître Ali Haroun, moi je vous ai entendu plusieurs fois me dire, moi je n'ai rien à gagner à dire autre chose que la vérité. C'est ça, et alors, vous qui étiez, donc, qui encadriez, quel était le niveau d'adhésion
de ces travailleurs algériens et leurs familles à cette cause? Écoutez, on peut dire qu'à 99%, ils étaient pour. Il y a bien eu des Harkis, il faut le reconnaître, et des fils de Harkis. Ça, il faut le reconnaître, on le reconnaît. Ce sont aussi des Algériens, eux aussi. Mais ils ont, excusez-moi, tiré le mauvais numéro, où ils sont nés sous la mauvaise étoile. Mais 99% des Algériens n'ont pas été rackettés, ils ont payé leur contribution à la guerre de libération. Et vous, votre maman, elle disait quoi? Alors, on les forçait? Qu'est-ce qu'elle disait? Non, du coup, mon père collectait justement, moi j'appelle ça un impôt, mais c'est pas... Cotisation. Tout à fait. Non, mais moi j'appelle dans le langage moderne. Moderne, j'appelle ça un impôt justement pour le rendre presque légal et légitime. Et c'était 40 francs, si je parle sous votre contrôle pour les hommes, et 10 francs, je crois, pour... ça variait. Mais c'était... Alors, plus, et les militants payaient... Oui, attention à votre micro par contre. Juste, ce que disait ma mère, nous on a des bidonvilles de Nanterre, c'est que les Algériens, ils donnaient, mais très très facilement. Et peut-être pour démontrer cette adhésion, il faut voir le nombre d'Algériens, d'Algériennes et d'enfants qui ont répondu à l'appel du FLN pour cette manifestation du 17 octobre. C'était des milliers. 30 000. On n'a pas le chiffre exact, et j'en parlais tout à l'heure avec Olivier, mais nos manifestations d'aujourd'hui à côté, elles sont ridicules. Rien que pour la ville de Nanterre, ma mère me dit, alors moi je pensais qu'elle exagérait, mais elle me dit on était au moins 10 000, 15 000, c'était invraisemblable. Et ça montre, c'est la preuve qu'il y avait une adhésion du peuple algérien. Les nouvelles arrivent donc aux oreilles des flics, on va les appeler familièrement comme ça, puisqu'ils aiment bien qu'on appelle ça comme ça quand on entend Papon et autres, dans les archives en tout cas. Donc ça n'a pas l'air de beaucoup les gêner. Donc cette nouvelle arrive, et puis il y a, d'après les chiffres, 20 000, 30 000, enfin les chiffres, on reparlera justement de cette question de chiffres un peu plus tard, mais il y a eu quand même, chiffre avéré par la préfecture de police de Paris, près de 12 000 Algériens qui ont été embarqués. Et donc il y a un système qui a été mis en place pour encadrer, pour empêcher cette manifestation pacifique, il faut le rappeler quand même. Absolument. Alors Ali Haroun pourra en parler évidemment beaucoup plus précisément que moi, mais rappeler effectivement, contrairement à ce qui est dit souvent encore aujourd'hui, qu'il s'agit effectivement d'une manifestation pacifique, et les dirigeants et les cadres du FLN avaient pris des dispositions très strictes pour faire en sorte que personne n'ait d'armes. Et relativement... D'ailleurs, le comité fédéral a dit, vous manifestez pacifiquement, vous ne prenez ni un bâton, ni une canne, ni un canif, ni même une aiguille. Voilà ce qu'on a dit. Et alors, effectivement, pour ce que vous avez dit, sur environ effectivement 30 000 manifestants rassemblés, la police française qui a réquisitionné les bus de la RATP et qui a réquisitionné des lieux comme le Palais des Sports et Vincennes comme lieu d'internement, va opérer des rafles extrêmement massives, puisque les chiffres qui sont donnés, y compris d'ailleurs par les contemporains, sont entre 12 et 14 000. Je précise que Pierre Vidal-Naquet et quelques autres qui publient en novembre 1961 une publication qui s'appelle Vérité et Liberté, ont déjà des informations extrêmement précises, d'une part sur l'ampleur des arrestations, qu'il faut qualifier de rafles, et qu'eux-mêmes qualifient de rafles, et ils ont déjà des informations extrêmement précises sur l'ampleur du massacre. Les chiffres qui étaient donnés à l'époque, il y avait autour de 10 000 manifestants qui ont été transportés du côté de Vincennes. Il y a eu également un camp ouvert du côté de l'hôpital Beaujean. Il y a eu le stade de Coubertin, comment il s'appelle, voilà, Coubertin, et plus les commissariats. On estime entre 12 000 et 13 000 le nombre d'arrestations qui ont été opérées pendant les 3 jours.
Mais moi, j'aimerais bien qu'on dise quelques mots sur le contexte. On va arriver Parce sur que le c'est pas contexte, parce quelque que chose- le ce n'est pas contexte... quelque chose qui est tombé du ciel. Alors, comme ça, tout d'un coup, hein. vous m'avez promis, avant de démarrer cette émission, de suivre le fil. On va arriver vers le contexte, mais je voudrais juste voir, puisque la répression, elle a été actée par des chiffres, par des photos. La presse internationale en a largement parlé. Je parle de particulièrement la presse allemande, et je parle sous votre contrôle, hein, et la presse britannique. On reparlera de la presse française un peu plus tard. Mais vous, votre maman, elle vous dit quoi sur l'état, sur son état à elle, et sur l'état de votre papa? Comment ils ont vécu ça? Est-ce qu'ils ont... C'était une... Alors, mes parents avaient vécu la torture en Algérie, mais pour ma mère en tout cas, parce que mon père on a très peu parlé, sauf avant sa mort. Elle explique que pour elle, cette nuit-là, ça restera quand même une nuit traumatisante. Vraiment traumatisante. Moi, il y a une phrase qui m'a marquée étant jeune, c'est qu'elle disait « l'eau charriait le sang ». L'eau charriait le sang ce jour-là. Et en fait, ils partent de Nanterre, ils arrivent à monter dans un train, parce qu'il y avait plusieurs points de rendez-vous. Je parle sous le contrôle, mais notamment il y avait Opéra, je crois. Il y avait Charles de Gaulle Étoile, je crois, et les grands boulevards. Si je ne m'abuse, en tout cas, c'est ça. Hein. Et moi, mes parents faisaient partie de ceux qui partaient des bidonvilles qui étaient la rue des Grands Prés, on appelait ça. Il y avait celui de la Folie. Pardon, vous parlez de l'eau charriée du sang. Ça s'était passé en France avec la révocation de l'édit de Nantes. Révocation de l'édit de Nantes, on a dit, les historiens disaient que la Seine était rouge. Et Rouge sauf de que sang. ce soir-là, c'était le cas et la France ne l'a pas reconnu. C'est ça la différence. C'est la différence. Et du coup, ils sont arrivés déjà pour monter dans le train. Il y avait déjà les képis et les gardes mobiles, en tout cas c'est les termes que ma mère utilisait, déjà sur les quais, qui étaient à Nanterre. Ils bastonnaient à coups de bidule. Oui, cette espèce de matraque en plomb, là. Le bidule, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est une matraque très C'est longue une qui fait matraque très mal. longue, blanche, pour à fait. dire qu'elle peut... En bois, Et qui fait En très bois, mal. pas en plomb. pour laisser croire qu'elle est Bois et- innocente. Oui, absolument. Ah oui, en bois. Mais il paraît qu'il était Et tellement quand lourde. on la reçoit sur la tête, Elle fracassait. le crâne est fracassé. Elle fracassait. Il y a quelqu'un qui disait, pardon, moi, quand on m'a jeté dans la Seine, le crâne de mon collègue qui était à côté de moi m'est passé sur le visage. Le crâne m'est passé sur le visage. Et ça, c'est écrit dans les rapports. Vous le verrez dans la 7e wilaya. C'est officiel. Alors, donc, votre papa sort de prison, puisqu'il a été emprisonné. Donc, votre maman, elle dit quoi en le Alors voyant? quand il sort de prison, 1 mois et demi, lui, il a fait partie de ceux qui ont été dans des camps et certainement en prison. On n'a jamais su réellement, Oui. puisqu'il y a très peu d'infos sur le... Il est très amaigri. Il est boursouflé et il a la bouche, ça c'est quelque chose qui est serré en fait, tellement il ne mangeait plus, il n'avait plus mangé et il était tellement amaigri qu'il n'arrivait même plus à ouvrir la bouche. D'accord. Donc voilà, elle explique ça et d'autres choses qui sont assez intimes et je pense que c'est... Mais on va rester dans la pudeur, parce qu'il n'est pas non plus oui, question bien de... Mais Olivier Lecourt-Grand-Maison, maintenant... La réaction de la police française était le lendemain un communiqué. Un communiqué qui disait en gros, circuler, il n'y a rien à voir, puisque ce sont deux Arabes qui ont été tués. Ils se sont fait... Voilà, c'était une espèce de bagarre. Qu'est-ce que... Pardon ? Deux Nord-Africains qui sont venus de banlieue pour régler leur compte Olivier, ici à Olivier. Paris. Alors, vous reprenez votre micro. Alors, Olivier, comment la presse française, comment les médias, comment la communication institutionnelle s'est faite ce jour-là ? Alors, comme souvent, lorsque l'État commet un crime qui, évidemment, est en violation des principes démocratiques qui sont supposés le constituer, c'est forgé immédiatement ce qu'il faut appeler effectivement un mensonge d'État qui a très longtemps perduré, qui a été diffusé entre autres par la presse écrite, mais également par la radio, la télévision, qui était une télévision complètement sous les ordres du gouvernement, puisqu'il y avait un secrétariat d'État à l'information, dont il faudrait dire bien plutôt qu'il est un secrétariat d'État à la propagande, puisqu'en effet la thèse officielle va être, il y a environ 6 morts, et on va imputer bien sûr à la Fédération de France du FLN la responsabilité de ces morts, et on va minimiser à la fois le nombre de morts et minimiser le nombre de blessés. Il faudrait ajouter aussi que le Conseil municipal de Paris va voter une motion en faveur de cette thèse,
en soutien aux policiers, à la suite d'une interpellation d'un élu qui s'appelle Claude Bourdet, auquel il faut rendre hommage, qui était militant du Parti socialiste unifié. Et qui demandait une commission d'enquête, parce que globalement, encore une fois, il faut le rappeler, les contemporains qui voulaient savoir ce qu'il s'était passé au mois d'octobre et le 17 octobre 1961 en particulier, avaient déjà une connaissance très précise des massacres qui avaient été perpétrés et des méthodes terribles de la police française en matière d'exécution sommaire, d'arrestation et de disparition forcée. Il faut, si vous permettez, je vous en prie. parce que c'est important, vous avez évoqué le nom de Paul Bourdet, pardon, Claude Bourdet. Claude Bourdet a été un homme extraordinaire avec nous, parce qu'il avait pris contact avec nous, il nous a aidés, il nous a hébergés, il a hébergé même les plus grands responsables qui étaient recherchés par la police. Et ça, l'Algérie a toujours su Elle a reconnaître. élevé un monument, l'Algérie, du côté de la mer, là vers la place du gouvernement. Il y a des noms, Charby, je crois, il y a les avocats, etc. Mais il n'y a pas, malheureusement, le nom de Bourdet. Alors, le contexte de l'époque maintenant, le contexte politique de l'époque, en quoi est-ce que c'était si important de réprimer, de mettre autant d'énergie contre des manifestants qui sont sortis endimanchés Il faut rappeler que le contexte si on n'a pas une certaine vision sur le contexte de l'époque, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé le 17 octobre. Parce que souvent, on dit c'est Maurice Papon, le sanguinaire, celui qui a déjà organisé la torture dans l'affaire Maméziane à Constantine. Celui qui le passé de Papon était connu quand même. Oui, le passé de Papon. Je parle de l'administration française. Oui, il était secrétaire général à Bordeaux. Il a participé au rafle du Veldiv. Exact. Il a mis des juifs dans les trains. Donc son passé sanguinaire était connu. Mais la question du 17 octobre dépasse en réalité le Maurice Papon. Lui, c'était le bras sanguinaire, l'homme qui tapait. C'est pas ce que dit la présidence aujourd'hui en France. Non, la présidence, il se trompe. Parce qu'à l'époque, il disait aux policiers, allez-y, vous êtes couverts. Voilà. C'est ce qu'il a dit, c'est le mot d'ordre. Et ça a été constaté par des députés comme Eugène Claudius Petit, qui est intervenu aussi en même temps que Claude Bourdet et d'autres. Alors ce qu'il faut dire à l'époque, c'est qu'il y avait l'OAS, l'action de l'OAS de l'extérieur. Il faut rappeler. La 5e colonne. Voilà, il faut rappeler, par exemple, le 20 août, Edmond Michelet, ministre de la Justice, a été évincé. Tout à fait. Madame Simone Veil, qui était responsable de l'administration pénitentiaire, ses prérogatives ont été rapetissées. Nous, le 5 septembre, De Gaulle a fait une déclaration et c'était un tournant. C'est là où il a annoncé que la France allait reconnaître que le Sahara n'est pas séparable, qu'il fait partie de l'Algérie. Alors que c'était un point de blocage à la négociation de Lugrin, entre le GPRA à Lugrin au mois de juillet. Et le 5 septembre, le 8 septembre, il y a eu l'attentat contre le général de Gaulle sur le pont de Seine. Une bombe a explosé. Il a échappé à un attentat. Attentat largement pardonné par l'Assemblée nationale française des années plus tard. Donc, le contexte de l'époque, l'OAS attaquait de l'extérieur. Aussi bien en Algérie, où elle avait mis en application la politique de la terre brûlée, mais aussi en France, où ils ont désigné une direction métropole avec le général Crèvecoeur et le général Van Uxem. Donc, à l'époque, il faut dire qu'il y avait jusqu'à 15 attentats par jour en France du côté de l'OAS. Et 80 députés ont signé une motion, une résolution pour soutenir l'OAS. Des députés à l'Assemblée nationale. Et Georges Bidault, l'ancien Premier ministre, est allé en Suisse et il a créé le CNR, le Conseil national de la résistance, comme il voulait le faire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'OAS attaquait de l'extérieur et cette opération contre les travailleurs immigrés en France, c'était de l'intérieur. Oui. C'est en réalité
ça devait converger vers le même objectif. L'objectif, c'était de s'aborder les négociations, le processus de négociation qui allait reprendre. Et c'est là où je dis, personnellement, moi je pense qu'il y a eu une conspiration contre la négociation et contre la paix, Oui. parce que le dernier obstacle du Sahara était en train de sauté. Mais alors, à cette justement, puisqu'il y avait cette volonté, Maître Ali Haroun, d'obstruire à ces négociations, il y a eu ces massacres terribles, ces Algériens qui ont subi, vous, quand vous apprenez cette nouvelle, quels sont les échos que vous avez? Est-ce que vous vous dites, basta, on arrête, c'est trop payé? Qu'est-ce que vous disent les militants? Non, non, absolument pas. Au contraire, les militants disent, on s'est engagé dans cette lutte pour l'indépendance. Il n'est pas question de faire un pas en arrière. Nous sommes engagés jusqu'au bout. C'est ou la réussite ou la mort. Il n'y a pas d'autre choix. Ça n'a pas ébranlé leur foi? Au contraire, ça l'a renforcé. Au contraire, parce que eux, ils se sont engagés pour libérer le pays. C'est l'objectif lointain, c'est la Lune à atteindre. Si Armstrong est arrivé sur la Lune, eh ben le FLN est arrivé à l'indépendance. Il paraît que les cotisations avaient même augmenté après. Oui, absolument. Absolument. Elles sont arrivées, bon, je dirais pas le chiffre. Mais vous... Peut-être sur la question que vous venez de poser à justement. M. Haroun, pour montrer, je crois, l'optimisme des Algériens et la volonté de perdurer dans cette guerre. Le FLN, suite à cette journée-là, est passé dans les bidonvilles ensuite et a demandé aux femmes d'aller manifester pour demander justement la libération de leur mari. Et malgré ce qu'elles avaient vécu, parce que pour beaucoup, elles ont vécu des coups et elles ont vu l'horreur. Elles ont tenté cette manifestation qui, on sait, a avorté. En tout cas, il n'y avait pas le nombre escompté parce que, encore une fois, les képis et les gardes mobiles attendaient d'ores et déjà ces femmes pour les empêcher d'aller manifester. Sur rapidement le contexte politique, et moi je parle sous le contrôle de tous ces sachants qui sont là, mais pour ce que j'avais entendu moi pour l'époque, c'est qu'évidemment personne n'était dupe et que c'était pas la responsabilité d'un seul homme, Monsieur Papon, cette décision d'opérer ce massacre sanglant. C'était une décision qui avait été prise au plus haut niveau de l'État, comme le décret qui avait été pris d'ailleurs pour ce couvre-feu discriminatoire et raciste. Et moi, ce que je comprenais des discussions qu'il y avait dans ma famille, des anciens, c'était que la guerre, elle commençait à être visible sur le territoire français, vous voulez dire, la métropole. Et c'est pas par hasard que Papon a été pris d'Algérie pour venir à Paris. C'est qu'il fallait neutraliser justement cette visibilité et cette structuration. Vous parlez de neutraliser. Le FLN était logique avec lui-même. Le pétrole saharien, c'est du pétrole algérien. Et vous nous le volez, vous le rapportez aux raffineries de la région autour de Marseille, les Tandber, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on le brûle. On met des bombes et on le brûle. Mais justement, je rebondis sur ce que disait Marnie à l'instant. L'Élysée, pour dire les choses telles qu'elles sont, l'Élysée, dans sa communication actuelle, en tout cas, a expliqué largement en amont que il y avait une particularité à ces massacres du 17 octobre 61 qui empêchait sa reconnaissance, voire même pas reconnaissance symbolique, c'est-à-dire se mettre debout et jeter des fleurs, mais sa reconnaissance profonde, avec le pardon qui va avec, comme ce fut le cas il n'y a pas très longtemps pour les enfants de Harki. Sous prétexte qu'il n'y a rien dans les archives qui établit cette vérité, qui dit que l'État, les institutions de l'État, les hommes d'État, y compris Debré, avaient un lien quelconque avec cette décision sanguinaire de Papon, auquel d'ailleurs le communiqué vient de renvoyer la balle. Qu'est-ce que vous en pensez? Deux remarques sur ce point. Sur le contexte, une première remarque qui est que
Quand Maurice Papon est nommé préfet à Paris, c'est une promotion. Et Maurice Papon vient avec ses hommes. Il ne vient pas seulement avec ses hommes, il vient avec les techniques de la guerre contre-révolutionnaire appliquée en Algérie, qui sont la torture, la disparition forcée, les exécutions sommaires. Et dans le rapport Mandelkern, ce rapport publie une note de Papon, qui est une note écrite du 5 septembre 1961, dans laquelle Maurice Papon dit: en cas de flagrant crime, les commandos de choc du FLN doivent être abattus. Autrement dit, Maurice Papon applique en métropole ce qui était appliqué pendant la guerre d'Algérie depuis le 1er novembre 1954 et appliqué en d'autres cas, c'est-à-dire pas de prisonniers. En soi, cela est déjà un crime de guerre. Vous avez raison, parce que l'ordre du 5 octobre, c'était dès que vous voyez 3 Algériens sur le trottoir, tirer à vue sans sommation. Exactement. Voilà. L'autre chose, c'est que la fable élaborée par les communicants de l'Élysée et validée par le chef de l'État Emmanuel Macron est une fable et une mauvaise fable. Et Emmanuel Macron ne peut même pas croire à la fable qu'il entretient. Pour une bonne et simple raison, c'est que chacun sait que le fonctionnement de la Ve République en période d'exception, et la période des années 60 à Paris en particulier est une période d'exception, chacun sait qu'un préfet de police à l'époque ne peut effectivement pas agir s'il n'a pas reçu le soutien politique de son ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur, et le soutien politique du Premier ministre. Quand on connaît le fonctionnement des institutions de la Ve République en période de crise, c'est une évidence. Et donc, il est contre la vérité établie par les historiens et ceux qui s'intéressent au fonctionnement des institutions de faire croire que Maurice Papon porte la seule et unique responsabilité dans les massacres du 17 octobre 1961. Oui, monsieur Zegard, je vous en prie, monsieur Zegard. C'est une affaire trop grave, je dirais, pour Votre micro, s'il vous plaît. Maurice Papon a été l'instrument, le bras sanguinaire, armé, oui. l'exécuteur qui avait l'expérience. Est-ce qu'on peut vraiment l'affirmer? Je veux dire, est-ce qu'on a des preuves? Il y a des preuves. Non, pour lui, il a dit aux policiers quand il les a réunis dans la cour de la préfecture, oui, allez-y, vous êtes couverts. Oui. Il leur a dit ça, c'est avéré. Oui, c'est avéré. Les journalistes français l'ont repris. La phrase exacte est: pour un coup reçu, nous en porterons 10. Oui, et exact. Effectivement, le 17 octobre 1961 est l'occasion de passer de la théorie à la pratique. Parce que les pertes qu'il y a eu. Par exemple, l'avocat Mourad Ousdir est passé avec d'autres avocats à l'Institut médico-légal, à côté de la gare de Lyon. Et ils ont découvert, à l'Institut médico-légal, il y avait 280 cadavres qui ont été tués pendant les manifestations, plus les dizaines qu'on a repêchés dans la Seine, plus ceux qui ont disparu, c'est-à-dire on ne les a jamais retrouvés, plus les 600 ou 700 qui ont été transférés en Algérie dans des avions. Et certains ont disparu, on ne les a jamais retrouvés. Or, cette opération devait utiliser les travailleurs émigrés en tant que chair à canon avec Maurice Papon. Mais ceux qui ont préparé, qui ont accepté politiquement la chose, il y avait au moins 2. Le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, comme vous l'avez précisé, et le Premier ministre et son équipe, Michel Debré. La preuve, De Gaulle, pour renouer avec les négociations, après, il voulait éliminer Michel Debré. Il lui a demandé de donner sa démission en septembre, après le mois d'octobre, après ces massacres. Et ses amis, comme Louis Ternoir, les compagnons de la Libération, qui l'écoutent, comme Edmond Michelet, par exemple, lui ont dit non. Si on le laisse partir à l'extérieur, il va renforcer l'action de l'OAS. Donc il faut le garder à l'intérieur. Alors, et il ne l'a éliminé que le 12 avril 1962. J'entends bien, mais alors indépendamment, Olivier Lecourt-Grandmaison, vous avez participé à beaucoup de débats en France. Cette semaine, en tout cas sur la scène politico-médiatique en France, elle a été très marquée par les débats autour de la guerre de libération nationale. Des termes sont revenus dans des mots, dans des bouches telles que de certains politiques français, des députés. On disait
on ne va pas les citer un, mais allez, citons Pierre Lelouch cette semaine qui parlait de guerre civile, qu'il fallait comprendre qu'on était en guerre civile, que les flics étaient paniqués parce qu'ils étaient tout le temps attaqués, qu'on a attaqué les préfectures. Et donc, il fallait comprendre, ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit comme ça, on était en guerre civile. Ça veut dire quoi d'après vous ? Je ne suis pas tellement surpris par ce genre de propos. Il faut rappeler que existe encore aujourd'hui en France, et c'est une double exception, la loi du 23 février 2005 qui établit une interprétation officielle du passé colonial en général et du passé colonial en Algérie en particulier. Ça n'a pas empêché l'Élysée de parler de passé officiel de l'Algérie. Hein, mais absolument. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes depuis 2005 confrontés à une réhabilitation extrêmement importante du passé colonial français qui est aujourd'hui assumée non pas seulement par le Rassemblement national, mais par la quasi-totalité des dirigeants des Républicains, et cela gagne y compris certains secteurs ou certaines personnalités qui se croient encore de gauche. Donc que dans le contexte actuel, on entende ce type de propos ne me surprend pas du tout. 60 ans après, quand même, je veux dire. Oui, mais... Même l'Assemblée nationale a reconnu la guerre d'Algérie. On ne peut pas parler de guerre civile impunément. Oui, mais globalement, la thèse défendue par les Républicains, je parle de ceux de l'organisation et de ses dirigeants, est que, au fond, en général et plus spécifiquement en Algérie, il y a évidemment des aspects tout à fait positifs de la colonisation, ce qui les conduit assez logiquement à des positions de type révisionniste dans certains cas, au mieux, si j'ose dire, au pire négationniste, c'est-à-dire effectivement à minimiser un certain nombre d'événements et de massacres. C'est vous qui êtes franco-algérienne. Le fait est que cette histoire-là soit, au meilleur des cas, minimisée et au pire occulté. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça m'évoque plusieurs choses. D'abord, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est assez commun, cette propagande, hein, c'est clairement le terme, particulièrement pour les pays qui ont colonisé et qui ont considéré qu'en effet, les effets de la colonisation sont positifs. Ce que ça m'évoque, c'est une forme d'infamie et une forme de déni. Et le fait de mettre comme ça dos à dos les oppresseurs et les opprimés, c'est-à-dire de mettre à égalité les Algériens qui étaient considérés comme des indigènes, c'est-à-dire des non-humains, et les Français qui occupaient ce territoire. C'est une manière finalement de maintenir une espèce de fonctionnement de la société qui est inégalitaire. Et ce que ça m'évoque, c'est beaucoup de tristesse, je dois vous l'avouer, d'abord parce que c'est une histoire personnelle, et c'est de la colère parce que c'est à la fois notre histoire passée, mais en réalité c'est aussi notre histoire présente. C'est-à-dire que moi je suis persuadée que ce qui se passe aujourd'hui dans la société française, parce que c'est la guerre d'Algérie, c'est pas l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire de la France, elle a des conséquences extrêmement graves aujourd'hui sur le fonctionnement de la France, et notamment sur le comportement des institutions d'une manière générale vis-à-vis des jeunes qui sont dépositaires de cette histoire, et notamment les enfants de ces immigrés, les enfants des enfants de ces immigrés. Et du coup, cette espèce de déni et cette absence de transmission de l'histoire et de la mémoire qui est finalement confortée par les différents gouvernements, parce que de gauche et de droite, eh bien, c'est une manière finalement de maintenir cette espèce de déséquilibre, cette discrimination dans lesquelles finalement les jeunes issus de cette histoire, les jeunes Algériens notamment, mais les jeunes immigrés finalement d'une manière générale, on les assigne à la place à laquelle on assignait nos parents à l'époque, c'est-à-dire celle des travailleurs sans âme, qui devaient être exploités, se taire, à qui on volait des terres et qui devaient se taire. Cette histoire de place finalement dans la société. Et je pense que politiquement, les différents gouvernements ont un intérêt politique et politicien à maintenir finalement ce mensonge d'État. Voilà. Mais Olivier Lecourt-Grandmaison, enfin vous suivez cette, j'allais dire, la progression de la question de la levée, de sortir de cette histoire de l'ombre, de la remettre un peu en lumière. Il faut rappeler quand même que bien que les premiers mois, enfin les premières semaines après les exactions et les massacres du 17 octobre 61, il y a eu des articles de presse, etc. Et puis après, il y a eu un gouffre jusqu'en 93, si je ne m'abuse, jusqu'à peut-être
91, avec le livre de... C'est pas simplement le livre. Einaudi. Il faut évidemment rendre hommage au la livre bataille de Paris, de Jean-Luc Einaudi, La bataille de Paris, mais ne pas oublier effectivement le rôle absolument essentiel des héritiers de l'émigration coloniale et post-coloniale, qui ont été les premiers à s'emparer de l'affaire du 17 octobre 1961, et bien avant même 1991, le mouvement, le MIB, a rappelé ce qui avait été perpétré, le mouvement des travailleurs algériens également, et effectivement en 1991, c'est un tournant parce qu'il y a à la fois l'ouvrage de Jean-Luc Einaudi, mais il y a aussi là toute une série d'associations, et en particulier l'association au nom de la mémoire, qui décide de faire du 17 octobre 1961 la date des rassemblements systématiques au pont Saint-Michel. Et c'est à partir de là qu'effectivement va se constituer progressivement, lentement, de façon très difficile et très marginale au début, un mouvement qui va s'étoffer, progresser d'année en année et déboucher, notamment à l'occasion du 40e anniversaire, sur toute une série de revendications très précises, la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État qu'un crime a été commis, et un crime d'État, l'ouverture de toutes les archives et la mise en place d'un véritable lieu de Mais mémoire. légalement, ça veut dire quoi? Légalement, Maître Ali Haroun, et légalement, reconnaître un crime d'État, ça implique quoi? Et ça implique qu'il faut en reconnaître les conséquences et les assumer. Réparation. Je crois qu'il faut... Réparation. Je crois qu'aujourd'hui, qu'il faut quand même rappeler, parce qu'on parle de Jean-Luc Einaudi, du travail qu'il a fait énorme, mais il faut rappeler aussi le livre. Hein, la bataille d'Alger. Non, de Rafir Mohamed des Mouhklichi. Ah oui, Mouhklichi, évidemment. Dans la première page, il y a la fille de Bétar, la lycéenne qui a été tuée. Oui, Fatima. Et ce travail a été la énorme. police avait prétendu qu'elle s'était suicidée. Oui, hein. Non, ça c'est les prétentions du machin. Mais de ceux qui ne veulent pas reconnaître la réalité. Mouhklichi a fait un travail dans ce domaine innombrable, immense. Je suis tout Il à a fait... repris des conclusions de Jean-Luc Einaudi. Il a repris des conclusions des avocats. Et tout ce qu'il y a dans son livre, à mon avis, on ne peut pas comprendre le 17 octobre si on ne tient pas compte de ce qu'il a dit. Et il a été un des organisateurs de l'organisateur des manifestations du 17 octobre. On va pouvoir discuter, faire une autre émission sur comment, de façon interne, en interne, les membres du FLN, qui étaient quand même, l'organisation était quand même, j'allais dire, combien d'hommes il y avait à la Fédération de France? Entre 150 et 200 000. Voilà, qui travaillaient de façon assez clandestine sur les moyens de communication de l'époque. Au final, au niveau des archives, au niveau des études d'histoire, au niveau des débats entre historiens de droite comme de gauche, les pour et les contre, est-ce qu'il y a un consensus sur la qualification de massacre, bien que de 17 octobre 60. Est-ce qu'il y a un consensus? Il n'y a pas de consensus, mais c'est pas tout à fait extraordinaire. Il y a d'autres éléments et d'autres périodes de l'histoire française, j'entends, sur lesquelles il n'y a pas de consensus. Globalement, quand même, les ouvrages les plus sérieux qui sont consacrés au 17 octobre 1961 estiment que le nombre de morts est entre 200 et 300. Et j'ajoute que ce n'est pas surprenant qu'il soit difficile d'établir avec exactitude le nombre de morts. Encore une fois, c'est lié à la nature du crime qui a été commis. Il s'agit d'un crime d'État. Et quand l'État commet un crime, en général et en particulier, et cela se vérifie en ce qui concerne la France, il cherche effectivement à effacer autant qu'il est possible les traces du crime qu'il vient de commettre. D'où des archives qui sont détruites à l'Institut médico-légal de Paris, d'où le rejet de corps dans la Seine, de façon à faire en sorte que ce qui a été perpétré soit le plus minimisé. Donc de ce point de vue-là, la situation dans laquelle nous nous trouvons n'est pas étonnante. Mais il faudrait répondre aussi à cela que ça ne se trouve pas d'ailleurs dans la déclaration d'Emmanuel Macron, plus exactement dans le communiqué de l'Élysée, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait de déclaration. Non, on parle de l'Élysée, voilà. Il n'y a aucun mot sur la question de l'ouverture de toutes les archives relativement au massacre du 17 octobre 1961. Nous, de sources élysiennes, il paraît que toutes les archives ont été levées, d'après l'Élysée. Alors, je vais donner un exemple dont le regretté Jean-Luc Einaudi a été victime. Si aujourd'hui vous voulez consulter les archives de la préfecture de police, ce qui est évidemment absolument fondamental pour être capable de déterminer l'action de cette préfecture, l'action de Maurice Papon, les relations de Maurice Papon avec Roger Frey,
au cours du mois d'octobre et le 17 octobre 1961 en particulier, à qui faut-il demander l'autorisation? À la préfecture de police, qui est donc à la fois juge et partie dans cette affaire. C'est l'expression la plus probante, à mon avis, en tout cas l'une des plus probantes, de la manifestation encore de la raison d'État. Et Jean-Luc Einaudi a été victime de cela, puisqu'il avait demandé la consultation de certaines archives, ce qui lui a été refusé pour des raisons évidemment politiques. Alors justement, puisque vous parlez de Jean-Luc Einaudi, vous avez assisté à son procès, Maître Ali Haroun, mais il faut quand même souligner 2 minutes que la justice française fait inédit. La justice et le procureur, à l'occasion du procès intenté par Maurice Papon contre Jean-Luc Einaudi, avait reconnu la qualification des massacres après avoir vu défiler les témoins pendant presque 4 jours. Une première également. Oui, vous y étiez. J'étais témoin. Donc la qualification, elle est reconnue. J'ai dû témoigner pendant peut-être 3 quarts d'heure. Il faisait froid, j'avais un manteau bleu, une écharpe rouge, et j'ai témoigné. Et l'avocat adverse, j'ai oublié son nom, l'avocat de Papon, voulait m'interroger, me contredire. Chaque fois qu'il me contredisait, je lui répondais. À la fin, il dit je ne l'interroge plus. Voyez-vous? Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, attendez, je voudrais terminer. Ah pardon, je vous en prie, je pensais que vous l'aviez dit. Je voudrais terminer. Non, je veux dire simplement ceci, que le FLN, quelles que soient les accusations qu'on peut porter contre lui, il était dans le vrai parce que il essayait de récupérer les droits, la nation, le pays qu'on lui avait volé. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. La guerre d'Algérie est la guerre de quoi? C'est la guerre de la justice contre l'injustice. Voilà ce que c'est. C'est ce qu'elle disait justement Mornier à l'instant. Le fait est qu'aujourd'hui, dans les médias et par les politiques, ces réponses des politiques, de gauche comme de droite, il faut le souligner, on dit mais les Algériens aussi ont fait. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre? Mais regardez, eux-mêmes, l'Algérie lui-même, il a fait. Ça veut dire quoi? C'est minimiser, toucher encore à la dignité de ceux auxquels on ne reconnaît pas le droit de victime? Alors, je le réponds d'abord communément, mais c'est assez commun, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans le déni, la banalisation et le rapport de domination. Du coup, ça ne m'étonne absolument pas. Vu l'histoire et le passé colonial de la France, et notamment à l'endroit de l'Algérie, qu'il y ait finalement une mise en équilibre à la fois de la France et de ceux qu'elle qualifiait de musulmans d'Algérie. Pour elle, en fait, pour l'État français, c'est une responsabilité partagée. Des victimes et des bourreaux. Voilà, sauf que c'est une mascarade. Enfin, c'est pas possible d'un point de vue philosophique, moral et historique de le dire et de le croire. Moi, ça me paraît complètement invraisemblable. En effet, quand je lis le communiqué de l'Élysée, qu'on puisse parler de manifestations qui étaient interdites, de laisser entendre qu'il y avait quelques dizaines de morts, c'est un déni qui devient grossier. Voilà, c'est très grossier, je pense, aujourd'hui. Et réellement, je pense que cette ligne qui est prise depuis plusieurs années par la France est contre-productive et qu'elle porte vraiment atteinte à la cohésion. L'Élysée voudrait réconcilier les Français, dont vous, avec votre mémoire à travers ce geste. Alors, d'abord, ce que j'aimerais peut-être, parce que allez-y, je vous en prie. Répondre à... Moi, mais je n'ai pas été élevée dans la détestation de la France. Moi, mes parents, ils ne m'ont jamais dit « les Français sont méchants ». Jamais. Donc, c'est juste pour venir un peu contrecarrer ce discours qui est opérant, un peu et nauséabond et qui plane en ce moment de la part des gens de droite, d'extrême droite, comme ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui. C'est totalement faux. L'histoire, déjà, pour qu'elle soit transmise, on a dû lutter tellement ça a été difficile pour nos parents de le vivre. Et ça a été difficile d'autant plus parce que ça a été des traumas, mais aussi parce qu'ils étaient ici pour travailler et qu'ils n'ont pas courbé les chines ou raser les murs, comme on le dit. C'est qu'ils étaient occupés à alimenter l'économie française et qu'ils travaillaient jour et nuit. Jour et nuit. C'était ça le sort des immigrés algériens en France. Et c'est pas parce qu'ils ont baissé la tête ou courbé les chines. C'est que c'était trop dur pour eux et que l'enjeu pour eux, c'était de faire grandir leurs enfants dans une société qu'ils avaient identifiée comme étant hostile à eux. Voilà.
Avant de terminer, parce qu'on va pas pouvoir en parler indéfiniment, juste... Le crime Le micro, par inexcusable, contre. le crime inexcusable annoncé hier par le président Macron n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant parce que... Le communiqué de l'Élysée, vous voulez dire, oui. Ce qui est important, c'est qu'il y ait aujourd'hui qu'on admette un devoir de justice, un devoir de vérité sur ce qui s'est passé. Et de réparation, vous il dites. faut espérer que toutes les discussions qu'il y a, y compris celle-ci, puissent contribuer à faire connaître les choses. Mais le devoir de vérité, quand il y a un crime, il n'y a pas lieu de s'excuser, de l'excuser. Comme quand on parle de demander pardon ou la repentance. Mais on n'a que faire de la repentance. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le pardon ou les excuses? On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être reconnu dans notre dignité. La vérité. Vous avez pour raison. que justice soit rendue à ceux qui ont souffert terriblement, eux et leurs familles, de toute cette situation, de toute cette répression. C'est ça que nous voulons. C'est pas... Et puis regardez, à chaque fois en France, on fait la leçon. Ils n'ont pas rompu avec la conscience coloniale. Par exemple, l'état de guerre, ce n'est plus des événements, mais en guerre. Il a fallu attendre 40 ans, 2005. Bon, l'affaire Maurice Audin et l'affaire Ali Boumendjel, il a fallu attendre 55 ans. Bon, 55 ans. Aujourd'hui, pour les massacres du 17 octobre, qui ne sont pas reconnus, même s'il y a l'idée de crime, il a fallu attendre le petit communiqué de François Hollande, qui reconnaissait que ce jour-là, etc. Et puis maintenant, on dit un crime inexcusable. Mais non, ce que nous voulons, c'est que c'est un crime d'État, parce que ceux qui l'ont organisé, inspiré, étaient à l'intérieur de l'État et au minimum, il y a eu un dysfonctionnement de l'État. Parce que tous n'étaient pas d'accord, sans doute, il faut le dire, mais la majorité du Premier ministre. Et pourquoi les archives, comme Maître disait Zegard, je suis désolée, parce qu'on arrive vraiment... Pourquoi on ne voit pas les minutes des procès-verbaux des conseils des ministres et de l'intérieur de l'époque? Ils sont encore classifiés, ils sont encore mis sous clé. On n'a pas accédé, on n'a pas la possibilité d'accéder à cela. Excusez-moi, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive au terme, là, et je vais juste terminer par une petite question rapidement à Olivier Lecourt-Grandmaison, puisque vous-même avez été amené à travailler sur la guerre de libération nationale à travers un travail que vous faisiez sur, vous le disiez avant le début de cette émission, sur les disparus, les disparitions forcées. En tant qu'historien, et de ce que vous savez, est-ce qu'il y a des cas similaires, entre guillemets, d'un bourreau qui veut être au même niveau que sa victime de reconnaissance? Est-ce que d'autres pays colonisateurs se mettent au même niveau que ceux qu'ils ont occupés, pour dire aussi, eux aussi ils ont été méchants? Sur ce point, il y a une exception française qui est sinistre, dans la mesure où effectivement, relativement aux anciennes autres puissances coloniales européennes, il y a eu non seulement dans certains cas reconnaissance des crimes commis, mais également des réparations financières. C'est le cas de la Grande-Bretagne. L'Allemagne a reconnu le génocide perpétré dans les territoires du sud-ouest africain actuel, Namibie. Et de ce point de vue-là, la France, contrairement à ce que disent ses dirigeants, n'est pas cette espèce de locomotive qui tire l'humanité vers un avenir radieux. La France, quels que soient les gouvernements, quels que soient les chefs de l'État, en l'occurrence, est sinistrement en retard. Et le communiqué de l'Élysée ne change fondamentalement pas grand-chose à cette situation. Bien, merci beaucoup. Je suis désolée, c'est très frustrant. C'est fini? Pas encore. Il y a une spécificité française quand même. Alain Monserand. Non mais vraiment, d'abord vous tenez un peu plus proche. Alain Monserand disait que la France n'a pas rompu encore avec sa conscience coloniale. Et il a bien raison. Et ô combien il a bien raison. Eh bien, j'aimerais qu'on puisse arrêter sur cette note. Je suis désolée, il y a tellement de choses à dire. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce débat qui, j'espère, a aidé à faire avancer un peu la réflexion de ceux qui nous regardent. Je tiens quand même à rappeler qu'en Algérie, et c'est une première également, le président de la République a instauré, à l'occasion de la date du 17 octobre 61, chaque année, une minute de silence dans l'ensemble du territoire national. Nous aurons certainement à revenir sur cette histoire qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Je vous remercie à vous d'avoir accepté notre invitation et à vous de nous avoir prêté attention. Et je vous souhaite une excellente soirée.